À mesure que vous vieillissez, un travail qui correspond à vos capacités uniques vous est accordé par Dieu. On dit que, par-dessus tout, le summum de ses œuvres est l'escrime magique. À l'intérieur d'une église, on voit un père bénir un jeune homme agenouillé devant lui, derrière le prêtre. Vous voyez une statue du Seigneur portant des passe-temps. Le vieux prêtre dit alors qu'il deviendrait sans aucun doute un épéiste magique. Ce n'est pas exactement ce qu'il veut, mais aussi la récompense de ses propres efforts jusqu'à présent. C'est Allo, l'homme aux cheveux blonds, qui est agenouillé devant le prêtre. Ensuite, le prêtre a demandé au jeune homme d'ouvrir les yeux et lui a parlé de son travail. La scène se transforme en une grande maison. Grand. À l'intérieur de la pièce, Allo et Lavala sont là. Allo aide Lavala à se préparer. Il mentionne qu'elle semble plus heureuse que d'habitude. Elle répond que c'est peut-être parce qu'elle se sent comme une noble. Il est d'accord, mentionnant qu'il la sert depuis 17 ans. Il ajoute que depuis le jour où il a obtenu ce poste, il rêve de devenir un maître d'épée qui mettrait fin à une guerre civile de 100 ans. Laval a déconseillé de rechercher des aventures épiques et des conflits prolongés. Elle dit qu'elle serait heureuse si Allo devenait sage et rejoignait un institut de recherche. Il soutient que qu'il s'agisse de combattre ou de vivre en paix. Le pouvoir n'a rien d'inquiétant. Il se souvient de la façon dont il a pris conscience du pouvoir de ses seigneurs féodaux lorsqu'il était enfant et a juré de protéger les autres pour qu'ils ne deviennent pas des maîtres épéistes magiques. Chaque fois qu'elle en parle, sa mère est fière. Il veut devenir fort pour protéger sa mère, ce qui constitue le premier pas vers cet objectif. Il compte dépasser Lavala. Lui demande de le former en permanence. Ce jour-là, il s'est senti apprécié pour ses efforts, dans l'espoir de vaincre son demi-frère qui avait tenté de le tuer quand il était jeune. Croyant que sa triste vie allait prendre fin à cause de cela. Lavala lui a dit qu'il se savait sage et qu'il ne savait pas ce qui se passerait dans le futur, mais il espérait que la gloire l'attendrait. Elle plaça sa main dans la sienne et, telle une dame féodale, exprima son espoir qu'il puisse lui renvoyer cette gloire. Impossible. Ils arrivèrent à l'église, où le prêtre reconnut Allo comme le frère cadet du prince sixième comte et lui ordonna de le suivre. Allo, agenouillé. Lorsque le prêtre annonça le début de la cérémonie, il ordonna à Alloda de fermer les yeux jusqu'à ce qu'on lui dise le contraire, car le Seigneur lui accorderait le travail qui lui convenait. Allo dura en silence le travail d'un guerrier magique à l'épée. Le prêtre commença à expliquer ce qui pourrait être exigé de ce travail. Allo se demandait si elle se verrait confier un travail extraordinaire, comme celui de sage ou quelque chose d'aussi important. Peut-être un travail qui ferait douter le curé. Lorsqu'il ouvrirait les yeux, cela révélerait son avenir. Le prêtre lui ordonna d'ouvrir les yeux et révéla que son œuvre était Oda Nobunaga. Allo fut surpris et demanda quels étaient les détails du travail. Mais le prêtre resta silencieux. Allo secoua le prêtre, insistant sur le fait qu'il devait y avoir une erreur, et demanda à nouveau au Seigneur. Le prêtre a réaffirmé qu'on ne pouvait pas douter de la parole divine à l'origine du problème. Alado a insisté une fois de plus et on lui a répondu qu'il n'y avait aucun problème avec cette décision et il voulait également savoir ce que voulait dire Oda Nobunaga et quel était son impact. Le plus important est qu'il réalise qu'il devra porter ce fardeau pour le reste de sa vie, puisqu'il a été choisi pour ce poste. Le prêtre a expliqué qu'il avait reçu la protection divine pour son travail et que s'il avait tenu les bénédictions et la promesse, le personnage principal a exprimé son inquiétude quant au fait que son frère aurait pu faire pression sur le prêtre. Mais le curé lui assura qu'il lui était impossible de faire cela, juste délivrer la parole de Dieu. Lavala a appelé le personnage principal pour tenter de le consoler. Il semblait très déçu, disant qu'il n'y avait aucune raison d'être heureux et qu'il voulait juste dormir. Si on lui avait confié une tâche ardue. Il a confirmé que son talent était Oda Nobunaga. Elle le serra par derrière, suggérant que cela pourrait l'aider à se sentir mieux. Elle s'est mise à pleurer, admettant à quel point c'était difficile pour lui. Parce qu'il a toujours affronté les défis de front. Il s'est excusé de l'avoir inquiété, l'a rassuré sur le fait que tout allait bien et lui a promis de changer d'attitude à ce sujet. Allo a émis l'hypothèse qu'Oda Nobunaga pourrait être une fausse œuvre. La seule chose qu'il pouvait faire maintenant était de compter sur des miracles. A partager ses réflexions avec M. Féodal, exprimant sa déception qu'Allo se soit vu confier un travail aussi mystérieux, d'autant plus qu'il avait espéré devenir un guerrier à l'épée magique respecté. M. Féodal se souvenait de son propre devoir de combattant, le considérant comme un ordre, mais il le préférait toujours à Oda Nobunaga. Il a également ri et a dit que la première bataille que M. Après avoir obtenu le poste, les féodaux se sont soldés par une défaite écrasante. Il est en effet facile de critiquer les autres, mais la valeur d'un seigneur féodal n'est pas déterminée par les seules campagnes militaires. Le rire s'est soudainement arrêté. M. Féodal exprima sa joie d'être devenu majeur et raconta l'attaque lancée par Maneria contre la mairie voisine. Voulait qu'il se rende à la forteresse, la position la plus critique pour défendre son territoire. Il a souligné l'importance de la défendre jusqu'au dernier homme, et si la forteresse tombait et qu'il s'enfuyait en disgrâce,
il en serait tenu pour responsable. Car le général reconnaissait aussi qu'il s'agissait d'une responsabilité habituellement confiée aux adultes. Il pensa à la forteresse de Nagar, en première ligne, et réalisa que si les choses tournaient mal, il risquait de mourir. Le seigneur féodal lui rappela qu'Alo était son subordonné et son frère, l'exhortant à risquer sa vie pour protéger Neuville et l'héritage de son père. Alors qu'Alo envisageait la lourde tâche de protéger le territoire et ses habitants au prix de sa vie, il reconnut qu'il s'agissait d'un devoir de la famille du seigneur féodal. Il a décidé de remplir ce devoir et de rester ferme. Lorsqu'il s'approcha d'elle pour en discuter, il fut surpris. Il ne comprenait pas pourquoi il se rendait à la forteresse de Nagada, considérant cela comme une faveur faite à son frère qui voulait lui faire du mal. Il a suggéré que le seigneur féodal lui-même était celui qui remonterait le moral et empêcherait la chute du territoire de Neuville. Si la forteresse était prise d'assaut, le personnage principal était d'accord avec son raisonnement. Se rendant compte qu'ajouter de l'huile sur le feu était une erreur, il lui proposa donc une collaboration. Le personnage principal fut surpris et demanda ce qu'il ferait si les espions de ses frères apparaissaient. Il répondit que les partisans suivaient le seigneur féodal parce qu'il les traitait avec gentillesse et qu'ils avaient le droit de les quitter s'ils les maltraitaient. Il a soutenu qu'il ne servait à rien d'aller dans un endroit comme celui-là s'il devait mourir. Et même si les féodaux étaient son ennemi et l'ont trahi, il devrait élaborer un plan pour utiliser cela à leur avantage. Alo pensait qu'en utilisant son intelligence dans cette situation, il pourrait élever sa position plus haut qu'elle ne l'était actuellement. Dès que la sœur de Althea sortit de sa chambre pour le saluer. Il l'a exhortée à ne pas se forcer, exprimant son regret de ne pouvoir l'accompagner. Car elle allait à la forteresse. Il a dit à Lavala qu'il pensait que la stratégie de tricherie était inacceptable et qu'il n'emmènerait pas sa sœur avec lui. Lavala était d'accord, reconnaissant que s'il trahissait le seigneur féodal, cela compliquerait la situation d'Althea. Même s'il y avait des odds effrayantes de 250 défenseurs contre 2000 ennemis, Alo sentait qu'il n'avait d'autre choix que de contourner son devoir. Lavala lui a assuré qu'elle ferait de son mieux pour le soutenir, lui demandant de bien prendre soin d'Alo. Lavala a répondu avec confiance qu'il le ferait. Alo ne pouvait s'empêcher de penser que cela pourrait être une opportunité extraordinaire. Alo, avec Lavala. Enfin arrivé à la forteresse. Les gens là-bas étaient très heureux de voir Alo. Et le commandant, l'accueillant chaleureusement, s'est présenté comme étant Sivik Kuru. Il a mentionné qu'il devait donner instruction à Alo et lui demanda de le rejoindre. Il a expliqué que l'ennemi avait construit une forteresse le long de la côte dans la région de Manri et que certaines de ses unités y avaient installé leur camp. Alu a demandé à Sivik Kurud depuis combien de temps l'attaque ennemie avait commencé. Sivik Kurud a répondu que c'était il y a environ 2 mois et qu'il avait demandé du personnel supplémentaire pour renforcer la défense, mais sa demande avait jusqu'à présent été refusée. Il se dit que peut-être son frère croyait que tout irait bien tant qu'il ne mourrait pas lui-même, même si cela signifiait la destruction de Neuville. Sivik Kuru a ensuite expliqué que les forces ennemies avaient construit un chemin autour de la forteresse pour escalader les falaises et qu'il semblait qu'elles attaqueraient tôt ou tard. Il ne savait pas quelle était la force de la forteresse elle-même, mais si la porte était franchie, même une fois que ses soldats étaient fatigués, cela pourrait causer des problèmes. Il pensait que la situation était encore pire qu'il ne l'avait prévu. Mais même ainsi, s'il parvenait à maintenir la forteresse à l'écart de l'ennemi, il décida de rester en vie et de se venger. La nuit venue, l'ennemi lança une attaque, visant le cou des gardes avec des flèches. Ils déclarèrent que Neuville disparaîtrait tôt ou tard. Alors quel était le problème? La veille, ils ont défoncé le portail principal avec une clé géante. Le bruit a réveillé de nombreuses personnes à l'intérieur de la porte. Ces troupes se débattaient, se demandant pourquoi la barricade s'était soudainement effondrée, laissant ceux qui étaient vulnérables à la mini-armée à l'entrée principale. Avec la chute de la porte, les mini-soldats ont commencé à arriver pour les tuer. Alo de Lavala s'est précipité sur les lieux, armé et prêt. Alo de Lavala a accepté de ne pas se séparer tout en essayant de contrôler la situation chaotique. Il accepta et montra ensuite à Alo l'itinéraire d'escalade estimé. Alo estimait qu'il y avait environ 500 ennemis. Soudain, un ennemi attaqua Alo par derrière. Le directeur l'a rapidement tué, disant que son peuple était ébranlé par l'attaque nocturne et inquiet de sa trahison, pensant que chaque ombre était un ennemi. Lavala a crié qu'il ne gagnerait jamais cette bataille au milieu du chaos qui s'annonçait. Sivik Kuruk s'est également approché et a déclaré sombrement que c'était la fin pour eux tous et qu'ils mourraient probablement dans ce combat. Le directeur pensait que tout cela se produisait parce qu'il détestait être le deuxième fils d'un petit seigneur féodal. Alors, il ordonna à Lavala de fuir, la convainquant que si elle était seule, elle pourrait s'échapper et que l'ennemi ne ferait aucun prisonnier. En plus, il trouvait ça vraiment drôle. Mais elle a répondu en lui disant d'arrêter de parler comme ça, parce que ce n'était pas le moment pour ça. Il insista pour rester là pendant le combat, affirmant que son devoir était de la servir. Il lui a demandé quelle serait la meilleure façon de le garder en vie.
Elle a répondu que chasser tous les ennemis serait la meilleure option. Halo a commenté que cela semblait assez extrême. Sa voix intérieure lui rappelait que si c'était lui, il pourrait surmonter de tels défis car son travail avait le potentiel de devenir le dirigeant suprême. Il se demandait ce qu'il ferait s'il ne pouvait pas y faire face. Il a ensuite rassuré Lavala qu'il la protégerait et lui a demandé de surveiller. Elle l'a compris et lui a exprimé sa confiance. Halo est alors passé à l'action, plongeant entre les ennemis. Sa voix intérieure l'encourageait à croire en ses capacités, car les capacités uniques du souverain suprême doublaient sa force physique pendant les batailles. Il pensait qu'il n'y avait rien d'autre à faire que de croire ce qu'il entendait, faisant confiance au travail d'Oda Nobunaga. Les chevaliers ennemis attaquèrent immédiatement. Mais il a disparu parmi eux, laissant les gens stupéfaits par ses mouvements rapides et a également tué un autre commandant ennemi, les laissant en colère pour avoir osé tuer leur commandant. Quelqu'un a demandé à ses compagnons de tuer aussi rapidement et a également brandi son épée pour repousser tout le monde facilement. Il s'est rendu compte que peu importe le nombre d'ennemis, ses mouvements étaient lents et aucune de leurs attaques ne pouvait l'atteindre. Sa voix intérieure l'a convaincu que seul quelqu'un ayant les qualifications pour être le dirigeant suprême pouvait arrêter les autres, et pendant un instant, il a également utilisé ce pouvoir et a pensé que c'était ce qu'on attendait de sa voix intérieure. Il se demandait si c'était le nom d'un héros d'un monde différent, mais pour l'instant il devait se concentrer sur sa survie à la bataille. Il a continué à éliminer davantage d'ennemis pour remonter le moral de ses troupes. Laval a fait l'éloge de l'escrime d'Alu, commentant à quel point il était habile, admettant humblement qu'elle-même n'y croyait pas. Il a ensuite exhorté ses troupes à ne pas abandonner et à tenir encore un peu, pour les assurer que le siège ennemi allait bientôt tomber. Il l'a ensuite appelée au fossé et lui a dit qu'elle sortirait, lui assurant qu'elle irait bien et qu'elle reviendrait certainement. Elle comprit et acquiesça, ordonnant à Civic Kuru de mobiliser des troupes de construction pour aider à réparer la porte et à la sécuriser. Civic Kuru a accepté son plan. Lorsqu'il quitta la forteresse, il rencontra un homme géant qui brandissait également son arme. Mais il esquiva également et attaqua rapidement le géant avec son épée, le faisant tomber sur un autre ennemi. Halo réussit à faire tomber le géant et déclara que quiconque oserait franchir la porte serait détruit par lui et qu'il tuerait quiconque tenterait d'entrer dans la forteresse. Ses troupes étaient motivées par sa détermination et prêtes à le suivre. S'ils étaient pressés par l'ennemi, les autres promirent également que s'ils réussissaient, la forteresse leur appartiendrait. Mais alors qu'ils avançaient vers Halo, il donna froidement un coup de pied pour faire. Zélos tombe à terre. Un observateur a été surpris par le style de combat audacieux du principal. Finalement, la porte fut réparée et Halo sut qu'il était temps de libérer son pouvoir. Avec détermination, il commença à éliminer les soldats ennemis un par un. Alors qu'Halo combattait, un ennemi commença à chanter un sort pour l'attaquer avec un faisceau de lumière. Mais avant qu'il puisse terminer, Halo plongea également son épée dans le corps de l'ennemi. Lorsque les ennemis se sont rendus compte qu'ils étaient débordés, ils ont décidé de se retirer et ont commencé à fuir. À ce moment-là, Halo vit Lavala entouré de quelques ennemis restants. Il l'a rassuré en lui disant qu'il n'avait pas encore fini et qu'il la rejoindrait une fois qu'il s'en occuperait. Le directeur courut vers elle, lui rappelant qu'il lui avait dit d'attendre à la forteresse. Laval a expliqué qu'il ne pouvait pas supporter l'idée qu'Alad affronte seul le danger. Halo a compris qu'il ne pouvait pas supporter l'idée qu'Halo soit là pour une mission suicide. Il réalisa qu'elle était avec lui depuis sa naissance et qu'il était naturel qu'elle veuille être ensemble même face à la mort. Cependant, il a insisté sur le fait qu'ils ne mourraient pas là-bas et qu'ils devaient tous deux survivre. Une fois de plus, la voix de son cœur l'encouragea à avancer rapidement, car sa mort signifiait la perte de tout ce qu'il possédait. Halo tourna ensuite son attention vers les ennemis restants, les éliminant rapidement. Lorsqu'il arriva à Lavala, il lui a demandé si elle allait bien. Elle s'est excusée en pleurant. Alada a admis qu'il avait peur de la laisser seule. Après cela, il l'a serrée fort dans ses bras et l'a rassurée en lui disant qu'il le gronderait plus tard. Mais, pour l'instant, ils étaient tous les deux en sécurité, exprimant leur gratitude envers le Dieu qui les écoutait pour savoir qu'elle allait bien. Halo a répondu que c'était son devoir d'être en danger, pas le sien. Il a expliqué qu'il était inquiet parce qu'elle y était allée seule et qu'il n'était pas sûr qu'elle soit encore en vie. Il lui caressa ensuite doucement la tête et suggéra que, maintenant qu'elle était calme, elle devrait utiliser un peu de magie de guérison sur elle-même parce qu'elle en avait assez d'utiliser ses pouvoirs au travail. En pensant à sa voix intérieure et à la façon dont elle l'encourageait à protéger ses biens, Loda serra plus fort le fossé, tout en grimaçant de douleur. Mais s'est rapidement excusé et a admis qu'il ne pouvait pas supporter l'idée de la perdre. Il lui rendit son étreinte et lui promit qu'il n'irait nulle part, affirmant fermement que même s'il le faisait, il la ramènerait. Lorsque l'équipe ennemie battit en retraite, leur chef a été surpris et a déclaré que même s'ils étaient en infériorité numérique, ils avaient clairement une domination extraordinaire et ont fui pour sauver leur vie.
Le guerrier répondit que la plupart de ses troupes étaient dirigées par un jeune officier. Le chef considéra le jeune officier et s'interrogea. Compte tenu de l'aide reçue la veille, il y avait vraiment des troupes vraiment courageuses. L'homme parmi les hommes avec Lavala a confirmé que l'aide venait d'Alu. Il hissèrent ensuite le drapeau de Neuville au château. Alu a commenté qu'il l'avait protégé. Lavala a déclaré que c'était un retour gagnant. Il s'est ensuite adressé à ses troupes. Ils étaient tous très heureux, disant que c'était le retour du héros. Allo dit que Marian avait été chassé et que les corps ennemis gisaient au pied de la forteresse. C'était leur victoire. Civic Curu s'est approché et s'est agenouillé, disant qu'il remettrait les actes d'Alodal au château naval, tout comme chaque vente à un témoin de ce qui s'est passé. Il a également nié et a déclaré qu'il avait peur, ne sachant pas ce qui se passerait s'il n'y avait que lui, et que tout cela était grâce à eux, y compris au commandant Civic Curu, qui lui a dit de simplement l'appeler par son nom. Alad accepta puis ils se dirigèrent vers une pièce. Civic Curu a expliqué que même si des batailles défensives pourraient avoir lieu à ce moment-là, cela ne résoudrait rien d'autre que la défense. Et s'il capturait le territoire ennemi, l'ennemi avait même bâti une forteresse sur la rive opposée. Il devait donc les faire reculer de la forteresse. Dans le cas contraire, il serait difficile de corriger la situation et la défaite mettrait l'ennemi en alerte, ce qui pourrait conduire à la prochaine attaque générale. Il leur fallait donc prendre des mesures. Lavala a suggéré de préparer une attaque de nuit avec le bruit de la rivière couvrant le bruit des pas, puis a indiqué un emplacement sur la carte. Civic Curu a répondu qu'il n'avait pas la force militaire nécessaire pour prendre le bastion ennemi. Ses forces étaient petites et entourées de quelques camps. Tout le monde a réfléchi un instant, et finalement Lavala a dit que c'était inutile et qu'il ne pouvait penser à rien, pensant à un plan pour pénétrer les grandes forces ennemies avec de petites forces. Sa voix intérieure l'a convaincu de ne pas s'inquiéter, car elle avait l'expérience collective d'un dirigeant suprême. Lord Neuville a alors une idée et la rejette car trop ingénieuse. Il construirait quelque chose qui ne servirait à rien. Mais cela rendrait vos ennemis difficiles. Rien qu'en entendant cela, il ne pourrait pas changer le cours de la guerre sans faire quelque chose d'inattendu. Civic a convenu que l'homme penserait qu'il dirait que c'était impossible ou quelque chose du genre et a soulevé la question de la tricherie. Civic Curuk a déclaré qu'il y ferait face lors des combats et s'est rappelé qu'un de ses subordonnés, qui avait été grièvement blessé, lui avait dit que le traître était là. Il pensait également que ses inquiétudes concernant l'avenir avaient ainsi été dissipées. Ils ont exécuté le plan à minuit 2 jours plus tard, pendant la nouvelle lune. 2 jours plus tard, à la tombée de la nuit, la scène changea et ils observèrent l'ennemi. Lavala se demandait s'il y avait un changement entre eux. Le directeur a nié. Civic Curu est arrivé et a déclaré qu'il semblait qu'il n'avait pris aucune mesure. Grâce à l'interruption de la fuite d'informations par le traître et à l'aide de Civic Curuta et de ses subordonnés. Il leur a ensuite dit que c'était une course contre la montre et qu'il ne fallait pas réfléchir à ce que cela arriverait s'il ne le terminait pas avant l'aube, il devait donc travailler dur s'il ne voulait pas mourir. Toutes les instructions lui étaient données et il voulait qu'on lui remette tout. Tout le monde a commencé à travailler, et Allo pensait que son travail dépassait ses attentes. Il se souvenait qu'il y a 3 jours, alors que la bataille aurait pu avoir lieu, il avait combattu seul sur la ligne de front, et ses camarades avaient dû le penser. Eh bien, meurt pour lui. Le directeur se demanda si c'était à cause de cette mystérieuse Oda Nobunaga. J'ai supposé que c'était le nom d'un héros et que peut-être le charisme de son héroïsme résidait seul dans l'aube. A remercier les soldats pour leur travail acharné toute la nuit, transformant leur camp temporaire en forteresse. Il a hissé le drapeau pour marquer son territoire. Dans son esprit, il se demandait si Oda Nobunaga était un héros. Sa voix intérieure lui rappelait que Nagan, qui était autrefois un grand dirigeant, n'est plus qu'un personnage historique et l'a convaincu qu'il n'y avait pas de manipulation urgente pour le détendre. Ça ne sert à rien de penser au passé. Le directeur se souvient qu'on se moquait de lui dans sa jeunesse, mais il avait désormais le pouvoir de tout accomplir. Les ennemis furent surpris par le drapeau de Neuville planté sur leur terre. Leur chef les a encouragés à ne pas perdre leur concentration et à considérer cela comme une tactique de tromperie. Alors que ses troupes se dirigeaient vers Neuville, ils furent stupéfaits de découvrir qu'ils étaient parfaitement préparés pour la bataille. Leur chef les a encouragés à avancer rapidement. En voyant l'ennemi, le principal ordonna à ses troupes de maintenir leur position jusqu'au bout puis ordonna une attaque avec une volée de flèches des archers qui prirent l'ennemi par surprise. La pluie de flèches a fait de nombreuses victimes. Certains ont tenté de battre en retraite, se rendant compte qu'ils étaient vulnérables. Un soldat a déclaré qu'il ne pouvait pas gravir la montagne, tandis qu'un autre a déclaré qu'ils constituaient des cibles faciles, montrant qu'ils étaient incapables de gravir le terrain. Soudain, un soldat a également signalé que des mineurs ennemis avaient infiltré leur forteresse et avaient reçu l'ordre de tirer sur quiconque tentait d'y entrer. Exprimant son inquiétude quant à l'efficacité de la forteresse en terre, mais reconnaissant son succès à l'époque dû à l'intuition et aux variations d'élévation.
Alors que l'ennemi poursuivait son avance, quelqu'un a déclaré que le chemin à parcourir bloquait la voie intérieure du principal. Il leur a expliqué qu'il s'agissait d'une tranchée qui stoppait efficacement le mouvement de l'ennemi en lui coupant la route. Juste au moment où l'armée de Neuville disparaissait, laissant l'ennemi confus, ils apparurent soudainement et lancèrent une attaque surprise. L'homme a suggéré d'utiliser des planches comme pont, mais a été rapidement tué par une flèche dans la tête. Laval a exprimé sa confiance face aux ennemis trompés par la ruse d'Allonneuville, jurant de ne jamais se laisser vaincre par ceux qui tombaient bêtement dans son piège. Allot a admis avoir été surpris par l'efficacité de la stratégie des soldats ennemis pour s'approcher de leur commandant. Ils ont rapporté qu'ils n'avaient pas pu pénétrer dans la défense ennemie, faisant plus de 100 victimes. Le commandant ordonna un retrait temporaire et ils se retirèrent du champ de bataille. Civic Curruc a demandé à Allot s'il devait poursuivre l'ennemi en retraite. Mais Allot a refusé la suggestion de Civic Curruc, soulignant la faiblesse numérique par rapport à l'ennemi et le risque de le chasser. Il a félicité ses soldats pour leur courage, reconnaissant que son courage était crucial pour le succès de sa stratégie. Des troupes apparurent et Civic Curruc apprit plus tard que son frère avait envoyé des renforts supplémentaires à la forteresse après avoir entendu parler de la victoire de Neuville dans la guerre. La situation étant revenue à la normale, Maneria envisageait de retourner sur son territoire avec Laval après avoir reçu des instructions de son frère. Les soldats lui ont rendu hommage et Civic Curruc a salué Allot comme un héros sans précédent, le félicitant pour avoir protégé Naval. Allot a humblement déclaré que s'il était un héros, alors ils étaient tous des héros parce qu'ils combattaient à ses côtés. Sa voix intérieure révéla involontairement sa fierté pour ses réalisations alors qu'il recommençait à la laver. Exprimant sa surprise face à l'issue de la guerre et admettant qu'il pensait tout savoir sur Allot, mais qu'il était impressionné par les résultats. Allot a déclaré qu'ils avaient dépassé ses attentes. Sentant qu'il y a quelque chose de luxueux qui attend d'être montré et espérant qu'il montrerait son pouvoir extraordinaire au lieu de le cacher. Allot a expliqué qu'il n'aurait jamais imaginé qu'il serait aussi fort. En ce qui concerne son travail, Laval a demandé s'il parlait d'Oda Nobunaga, ce à quoi il a accepté, déclarant qu'être un guerrier à l'épée magique n'était pas grave comparé à la puissance de travail la plus puissante. Lorsqu'Allot s'est approché de son frère, Allot s'est excusé d'avoir envoyé Altar plus tôt, reconnaissant ses réalisations comme l'une des plus grandes de sa famille, ce qui a entraîné la fusion des habitants du village voisin et l'attribution du titre de baron à Allot. Allot a exprimé sa gratitude pour ce retournement de fortune inattendu. Le territoire était divisé en 60 préfectures, chacune gouvernée par un noble qui pouvait légiférer sur leur territoire. Il se rend compte qu'il n'occupe qu'une de ces préfectures et qu'il est un noble relativement mineur. L'instigateur du conflit précédent était censé être gouverné par un roi au sein de sa préfecture plutôt que par le royaume lui-même. Allot pensait qu'une victoire dans la région de Korata pourrait apporter de nouveaux progrès, ouvrant peut-être même la voie à sa propre succession au titre de vicomte de son frère. Alors, Allot et Laval rentrèrent chez eux, seulement pour entendre le bruit des chevaux qui approchaient et ils se précipitèrent pour ouvrir la porte pour accueillir leur frère. Révélant son soulagement et ses émotions alors qu'elle lui caressait la tête, reconnaissant qu'elle l'avait inquiété et qu'elle aurait dû le rassurer davantage. Alta a essayé de parler, mais a été interrompu par une toux et lui a demandé s'il allait bien. Héro a rassuré qu'il allait bien, mais a mentionné que la maison était sa décision de construire une nouvelle maison, surprenant Altar avec sa décision soudaine. Enfin, la nouvelle maison était terminée. Et Allot a demandé à Tal ce qu'il pensait d'elle. Il a répondu qu'il était à l'aise et a remercié Allot pour la maison, en choisissant des fleurs dans son jardin. Amod s'est rendu compte qu'avoir un titre et un pouvoir lui permettait de construire une nouvelle maison pour sa sœur pour l'aider à se rétablir. Il considérait également la nouvelle structure comme une ligne de défense potentielle en cas d'urgence, une forteresse qu'il pourrait utiliser. Le nombre de personnes disposées à travailler dans le cadre de la nouvelle structure a augmenté depuis le problème des femmes, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas lancer une révolution immédiatement parce qu'elle se sentait insatisfaite de la situation actuelle. La conscience d'Altel leur rappelait qu'ils devaient établir les bases pour devenir des dirigeants, reconnaissant qu'acquérir la première préfecture était difficile, mais estimant qu'il serait plus facile de passer de 5 à 10. Il imaginait un moment où lui, en tant que dirigeant, prendrait le contrôle de toute la province après avoir vaincu Yoshimoto et Magawa. Le directeur a admis qu'il ne comprenait pas complètement tous les noms et concepts. Compte tenu de ses origines d'un monde différent, il était reconnaissant de cette expérience. Cependant, sa voix intérieure l'avertissait qu'il se trouvait actuellement dans une situation critique avec Dieu et lui conseillait de se préparer à ce qui allait arriver. L'expression surprise de Zod trahissait son étonnement. Lavala lui a demandé s'il était fatigué, mais leur conversation a été interrompue par un coup frappé à la porte. En répondant, Allot a demandé de qui il s'agissait, et la réponse a été que c'était un invité, laissant Allot se demander qui pourrait arriver de manière inattendue. Civic, Curruc et d'autres chevaliers de la forteresse se sont soudainement agenouillés devant lui en le saluant. Allot était très heureux de voir Civic,
Kuru et les autres chevaliers étendit la main pour les saluer, exprimant sa joie de leur présence et demandant ce qui se passait dans la forteresse. Civic Kuruk a expliqué qu'il avait été démis de ses fonctions et remplacé par un nouveau dirigeant. Alo se demandait ce qui était arrivé aux soldats qui combattaient avec lui là-bas. Civic Kuru a exprimé son désir de devenir l'assistant d'Alo, ce qui a été accepté avec plaisir par Alo avec l'intention d'en informer son frère. Civic Kuru a fait une blague sur les os de ses ancêtres réduits en poudre pour être servis à Alo. Arnold le remercia et confia ses soins aux citoyens. Sa conscience lui rappelait de se concentrer sur l'amélioration de son économie, en soulignant l'importance de la richesse pour le pouvoir d'un dirigeant. Avoine a accepté et a réfléchi à ce qu'il devait faire pour y parvenir. Sa voix intérieure suggérait de commencer par taxer à petite échelle les boutiques des marchands, puis de passer à son château, où les bénéfices des commerçants seraient imposés, garantissant ainsi la collecte des impôts là où l'argent est réellement généré. Cette méthode, bien qu'imposant initialement une petite taxe, entraînerait des changements significatifs dans la ville et les routes. Après 6 mois, Lavala a parcouru le marché en admirant sa croissance et sa vivacité, comme si c'était un rêve. Lavala était d'accord avec l'observation d'Alo, alors Alo se dirigea vers son bureau pour travailler. Où Lavalo a rendu compte des personnes entrant dans le château de Korata et du nombre croissant d'officiers, ainsi que des mises à jour continues sur ses chartes militaires. Il a ensuite placé une liasse supplémentaire de papier sur son bureau. Mentionnant qu'il a reçu une offre des elfes et a remarqué que ses tâches se chevauchaient, il a donc dû les réécrire à nouveau. La jeune fille a commenté le nouveau charme d'Alo qu'elle n'avait jamais vu auparavant, faisant écho à ce que d'autres avaient dit. Alar a plaisanté en disant qu'il s'était déduit 3 points, connaissant la tendance de Lavala à le féliciter. Il a expliqué que cela s'appelait le charisme et qu'il pensait que c'était un trait inhérent en lui, se demandant si ce nouveau charisme était influencé par Oda Nobunaga. Laval croyait que la force et la qualité d'Alo lui étaient inhérentes et pas seulement le résultat de son travail, exprimant son admiration pour sa qualité exceptionnelle, pour laquelle elle lui était reconnaissante. Quand Alo a accueilli son frère à la maison, celui-ci a mentionné qu'il était à la chasse et qu'il pensait retrouver Alo. Alo le dirigea alors vers la salle de réception. Après avoir vu de nombreux soldats dehors, son frère a posé des questions à leur sujet et Alo lui a expliqué qu'en raison de sa récente victoire, de nombreuses personnes voulaient le rejoindre. Quelqu'un a fait remarquer qu'il serait difficile de nourrir tous les soldats. Zrod les a rassurés en leur disant que la nourriture n'était pas un problème car ils louaient une partie de leurs terres pour augmenter la production agricole, ce qui leur permettait de distribuer davantage de terres à leurs subordonnés. Son frère se demandait pourquoi Alo, en tant que disciple, faisait tant de choses. Alo reconnaît qu'il ne peut nier les inquiétudes de son frère, mais souligne l'importance de défendre la région pour justifier le nombre de soldats qui y sont stationnés. Son frère lui a conseillé de continuer à travailler dur et Alo a accepté, déclarant qu'il était juste qu'un jeune frère le soutienne. Cependant, son frère aîné, en partant, a également montré sa colère. Quand Alo était dans son salon, Lavala lui a dit que son frère aîné semblait avoir peur de lui et qu'il craignait peut-être de perdre son poste parce qu'il n'avait pas d'enfant. Le directeur a remarqué qu'il était facile de lire les sentiments de son frère aîné et a décidé de donner à la femme de son frère une amulette pour l'aider à avoir des enfants. Il a demandé à Lavala de continuer à recueillir des informations sur son frère aîné, spéculant que celui-ci n'aimait pas voir Lodi réussir et ferait probablement quelque chose à ce sujet. Main était dans son salon lorsqu'un elfe s'est approché et lui a dit qu'elle voulait le tuer parce que l'elfe avait conçu un plan pour utiliser une maladie comme couverture pour entrer dans sa propriété. Ils ont même laissé un sac en guise de remerciement avant de partir. Le directeur a brûlé la lettre, réalisant que ce n'était pas la première fois que quelqu'un complotait contre lui. Lavala a mentionné que d'autres envisageaient également d'utiliser une maladie comme une tromperie, donc les chances semblaient être contre lui. Alo a envisagé l'idée de simuler sa propre mort pour se protéger et protéger les personnes qu'il aimait. Lavala posa sa main sur sa poitrine pour le rassurer qu'elle le soutiendrait autant qu'elle le pourrait. Il lui tint doucement la main, affirmant sa détermination à devenir le nouveau dirigeant du navire sans faute et lui demandant de rester avec lui jusqu'à la fin. Il lui rappelait leur longue histoire ensemble. Comment ils se connaissaient depuis leur naissance et comment il l'avait sauvé, alors qu'ils se penchaient pour s'embrasser, partageant un moment de rire. Il l'a réprimandé pour avoir ri, mais il ne pouvait s'empêcher de la trouver adorable. Ils s'embrassèrent et passèrent la nuit ensemble. Le lendemain matin, Lavala lui a suggéré de dormir davantage s'il le souhaitait. Il fut surpris par son attitude et la salua. Il lui rendit son salut, se moquant de lui pour ne pas l'avoir complètement guéri par sa présence et se moquant de sa personne. Il a protesté, lui demandant de ne pas dire des choses pareilles. La scène a changé pour le frère aîné de Zod, qui avait l'air hostile envers Alo pour ne pas lui avoir rendu visite. Même s'il était malade et frustré, Alo a fini par frapper un serveur avec le verre qu'il tenait.
Un autre homme a suggéré de lui amener Alad, réalisant qu'il pourrait avoir besoin de plus d'encouragement. Le frère aîné d'Alad l'a reconnu et a dit à Alad qu'il envisageait de lui remettre le trône et lui a demandé d'en être informé. En entendant cela, Alo partit immédiatement pour le château avec tous ses soldats. En arrivant, le portier a demandé pourquoi Alo avait amené autant de soldats. Alo a expliqué que, alors qu'il allait recevoir le trône, ce serait irrespectueux de ne pas les prendre tous. Le portier s'est dit préoccupé par le fait que les actions d'Alo inquiétaient son frère. Lavala a assuré qu'il y avait beaucoup de gens forts dans l'armée, donc Alo n'avait pas à s'inquiéter. Le portier suggéra à Alu de venir seul, mais Lavala insista sur le fait que ses hommes attendaient dans le jardin du château. Le portier a mis en doute la sécurité de cette décision. Et Lavala trouva son attitude irrespectueuse, lui rappelant qu'Alo monterait bientôt sur le trône. Alors qu'il se dirigeait vers l'intérieur, l'homme a accepté que tout le monde les suive pendant le voyage. Laval a repéré un tueur et les a prévenus. Soudain, l'homme qui les dirigeait dégaina son épée pour attaquer, mais Alo réagit rapidement, se demandant s'ils envisageaient de le tuer avant de pouvoir réagir. Une horde de soldats apparut, déclenchant une bataille acharnée. Sivik Karu a conseillé à Aloda de leur remettre l'armée et de surveiller son frère. Alo réalisa qu'il ne pouvait pas laisser son frère s'échapper et appela Lavla pour l'accompagner pour une protection supplémentaire. Un homme a tenté d'attaquer Lavla avec une lance, mais Alo est intervenu en donnant un coup de pied à l'attaquant, le faisant heurter le mur. Sa voix intérieure l'encourageait à embrasser son pouvoir comme le sang. Monsieur et continuait à avancer. Alo a crié aux soldats de dégager le chemin alors qu'il avançait. Un homme, rempli de rage, s'est impliqué dans la bataille. Alo se demanda s'il ne ressentait rien ou s'il bluffait simplement. Vous laissant un seul choix. Il s'est demandé si le travail de l'homme consistait à être un berserker et a reconnu l'agressivité de l'homme à son encontre pendant toute sa vie. Mais il a déclaré qu'il ne devait pas lui faire obstacle. Ensuite, il a attaqué l'homme avec son épée tandis que le frère d'Alad tremblait de peur, se cachant dans sa chambre, prétendant être le dieu légitime et exprimant son désir de ne pas mourir. À ce moment-là, la hache est arrivée et a dissipé sa faible tentative de changer le résultat. Le frère craintif de Zod n'arrivait pas à croire qu'Alo était là. Réalisant que le manque d'évasion de son frère signifiait qu'ils avaient assuré sa retraite et qu'ils pouvaient lui sauver la vie en permettant à Alo de prendre le trône. Son frère a admis son erreur, affirmant que il ne savait pas ce qui se passait parce qu'il était en colère contre son frère. La conscience de Zodo l'encouragea à promettre à son frère qu'il lui donnerait également le trône et à se déclarer dirigeant légitime. S'agenouillant humblement devant son frère. Soudain, son frère se précipita sur lui avec une petite épée, mais Alo le frappa rapidement et mit fin à ses jours. Lavala s'approcha, félicitant Alo pour son attaque précise et s'excusant de ne pas l'avoir appelé par le titre de prince-vicomte. Alo a admis qu'en tant que vicomte, il ne contrôlait qu'une petite partie du territoire. Seulement un comté et demi, tandis que Maneria dominait toute la préfecture. Il pensa qu'on pouvait le qualifier de comte qui se démarque. Alo réalisa qu'il n'avait d'autre choix que d'étendre son territoire en commençant à éliminer ceux dotés d'un pouvoir similaire au sien. Sivik Karu a rapporté que tous les tueurs ont été soignés dans son pays et n'étaient plus des ennemis. Alo décide de célébrer son héritage du titre de 6e seigneurie en réduisant les impôts pour une durée temporaire dans toute la région. Alors qu'il s'asseyait sur le trône et déclarait que Nao ne stagnerait pas mais s'étendrait davantage, il déclara son ambition de devenir roi, d'autant plus que son territoire s'était étendu au moins jusqu'à 10 fois sa taille. Le prêtre qui a confié son travail à Alo s'est approché pour le féliciter. Alo a déclaré qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés depuis la cérémonie. Le prêtre Arata a admis qu'il n'avait jamais imaginé qu'Alo deviendrait le nouveau vicomte et a exprimé ses condoléances pour la mort du frère de Zod. Alo a révélé que son frère était en fait décédé de la maladie, ce qu'il considérait comme une chance d'éviter la stigmatisation du fratricide aux yeux du public. Il a posé des questions sur le but du travail de Zod, exprimant son inquiétude en tant que personne ayant reçu l'oracle. Alo l'a rassuré en lui disant qu'il n'y avait plus lieu de s'inquiéter. L'homme a ensuite demandé un peu de temps à Alo pour lui expliquer qu'il souhaitait effectuer un examen vocal concernant les paroles d'Oda Nobunaga. Le personnage principal soupçonnait qu'il s'agissait d'une forme de prédiction vocale, spéculant que les prédictions vocales étaient utilisées à partir de l'écho de leur titre de poste et exprimant sa curiosité quant aux résultats. Alors qu'il se préparait avec le tapis, il exécuta quelques sorts et fut surpris par ce qu'il entendit, révélant ce que cela signifiait qu'Alo était le roi démon. Alors que l'homme se tenait là, contemplant l'idée de devenir le roi démon. Sa voix intérieure rit, reconnaissant sa perception. Le prêtre était en réalité connu comme le roi démon. Il a ri et a demandé si Alo se sentait mal, ce qui a été rejeté par Alo, qui a dit que c'était en fait bien. Il est intervenu en disant que même si le roi démon était toujours un roi, c'était une étape parfaite vers son objectif de devenir roi. Alo a assuré qu'il s'efforcerait d'être un bon dirigeant et d'éviter les griffes du démon. L'homme fut surpris,
se rappelant que malgré ses réticences, la famille royale persistait, suggérant qu'il serait peut-être préférable de ne pas le mentionner, les convainquant de ne pas s'inquiéter. Il défendrait la couronne si on lui en donnait l'occasion. Alors que sa femme s'installe sans emploi, il demande à lui trouver quelque chose dans la chapelle du château. L'homme lui a assuré qu'avec la chapelle il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Lavala a accepté de l'aider de toutes les manières possibles, puis est parti. Halo pensait que ce serait formidable si Lavala obtenait un emploi stable comme lui. Pendant que Lavala était à la cérémonie de travail, Halo envisageait d'étendre le territoire du seigneur féodal, il leur fallait donc un plan solide pour éliminer leurs ennemis un par un. S'il parvenait à conclure un pacte de non-agression, il pourrait marquer le territoire de Vic. Alors qu'il travaillait dans son bureau, Lavala est arrivée et a annoncé que son travail était celui d'archiviste. Elle fut surprise. Mais il trouva cela plus normal que prévu. Elle a expliqué que par rapport à son travail, ses compétences à l'arc n'étaient pas extraordinaires, avec une endurance incroyable et une augmentation de 30% des attaques à l'arc. Il voulait observer et voir par lui-même. Il a accepté. Et alors qu'il quittait la pièce, l'homme a prié pour leur sécurité. Pendant qu'il marchait, Althea dit à Lala qu'elle semblait si excitée qu'il avait oublié de frapper à la porte. Il s'est excusé. Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit où de nombreux soldats s'étaient rassemblés pour regarder Laval prendre position, prête à attaquer avec son arc et ses flèches, elle se sentit incroyable, sa visée ferme et un élan d'énergie la traversant. Il ne faisait aucun doute qu'elle était dans la fleur de l'âge. Elle tira sa flèche, frappant un rocher qui se brisa sous sa force. Tout le monde a été choqué par l'affichage, affirmant qu'il éliminerait instantanément n'importe quelle cible. Elle a continué en disant que c'était incroyable et qu'elle pourrait devenir l'archère la plus forte du monde grâce à cela. Ses compétences seraient une force puissante sur le champ de bataille. Elle a accepté. Exprimez votre volonté d'affronter vos ennemis. Halo, à ses côtés, nota qu'avec ses compétences, elle n'aurait aucun problème à diriger les forces elfiques, elle avait juste besoin de continuer à s'entraîner jusqu'à ce qu'il soit temps d'utiliser ses compétences sur le champ de bataille. Ils étaient sur le point de réaliser la plus grande expansion territoriale de l'histoire de nos Sexta Condé, rassemblant également leur armée et avançant vers le comté de Zikaï à l'est, où l'ennemi fut capturé, surveillé par une soudaine attaque navale à distance. Lavala a utilisé ses flèches pour attaquer le commandant ennemi, tandis que d'autres regardaient paniqués, exprimant leur réticence à mourir et commençant à fuir. Le vicomte vit la formation détruite et se demanda s'il devait battre en retraite. Puis, un halo de ses troupes s'avança directement vers le camp ennemi. Le vicomte fut surpris d'entendre cela et ordonna à ses archers d'utiliser leurs flèches. Le protagoniste a décidé qu'il devait se rendre en personne au camp principal. D'autres l'avaient prévenu du danger, mais il affirmait qu'il savait déjà que le vicomte était compétent et travailleur. Se jeter devant était un geste inattendu et ils avaient besoin de quelqu'un qui puisse leur servir d'appât jusqu'à ce qu'ils atteignent le camp. Quand il planifiait, un elfe s'est porté volontaire. Halo a pensé que c'était courageux et a demandé son nom. Le plan momentané a été oublié. L'elfe proposa de se battre. Surprendre l'ennemi. Alors que les troupes d'Al continuaient d'avancer sans s'arrêter, le vicomte ordonna à ses troupes de continuer à tirer, mais l'elfe montra qu'il s'agissait d'une force féodale car les troupes d'Al étaient déjà là. Monté sur son cheval, il bondit vers l'homme, déclarant son intention de vaincre Maro, un autre sixième comte. Surpris d'entendre le nom du sixième comte, ils comprirent qu'il était aussi un noble. Le sixième comte Maro décida d'attaquer, mais fut rapidement vaincu. Sa voix intérieure ne pouvait pas croire que le sixième chef d'accusation, Maro, soit si faible. Pendant ce temps, sur le champ de bataille, un homme tentait de s'échapper. À égalité, mais Lavala a entendu et lui a tiré une flèche dans la jambe pour l'empêcher de s'échapper. L'homme se demandait qui avait fait ça. L'armée entière a célébré Lavala comme l'archère la plus forte, célébrant son tir qui a empêché l'ennemi lâche de fuir. Alad pensait pouvoir compter sur elle, comme toujours. Il s'est excusé auprès de l'homme qui lui a dit que son temps était écoulé et qu'il serait responsable de terminer le travail. Après la défaite du chef de famille, la maison du prince Maro. Le sixième comte s'est rendu. La famille reçut un nom et fut incluse dans le leur. 6 mois seulement après le renversement du comte, Halo dirigerait cette pays depuis la préfecture de Denela. Alors qu'Alu était dans sa salle de recette, un marchand nommé Feli entra et le salua chaleureusement, lui exprimant à quel point il était ravi d'avoir été invité. Il a mentionné qu'il était commerçant et que la nouvelle s'est répandue rapidement. Je venais d'apprendre qu'Halo était devenu comte. Halo expliqua que son territoire s'était tellement étendu qu'il ne pouvait plus le gérer seul. Feli pensait qu'il serait facile pour Halodob d'être autorisé à utiliser le titre de comte et suggérait qu'il était souvent facile d'impressionner les familles royales avec un flot d'argent. C'était un ancien marchand. Mais il semblait avoir augmenté sa richesse et commencé à faire du commerce dans divers domaines. Il a remercié Halo d'avoir été pris en considération car son entreprise s'était développée rapidement et a promis d'aider Halo s'il en avait besoin.
Halo pensait que Félia faisait peut-être référence aux taxes sur les kiosques et a autorisé l'ouverture de la propriété sans adhérer à l'association professionnelle. Il a mentionné qu'il pourrait prendre des mesures, mais voulait que Félia vérifie la ville voisine en arrière-plan. Il pensait que Félia avait peut-être été affectée à la gestion de l'entreprise parce qu'ils avaient besoin de réévaluer leur relation avec Maneria. Un instant plus tard, un émissaire est arrivé de Nara pendant le cessez-le-feu et a également pris la parole. La scène a changé il y a un mois, où il a également rencontré un envoyé qui a déclaré qu'il était là au nom du prince Blintir pour le féliciter d'être devenu prince. Halo répondit qu'il était heureux d'avoir des nouvelles de quelqu'un d'expérimenté dans les affaires princières. L'envoyé a ensuite mentionné que Manri se préparait à faire avancer ses troupes vers le nord et que le prince Blantyr espérait forger une alliance plus forte dans la région, ouvrant la possibilité d'accueillir une rencontre entre nobles dans un temple proche de la frontière des deux pays. Il a également fait valoir qu'il s'agissait d'une proposition valable pour discuter du continent, mais que dans certains cas, elle pouvait également être considérée comme la menace implicite d'une attaque à tout moment. Laval a averti Halo de faire attention, indiquant qu'il pourrait s'agir d'une arnaque. L'envoyé a laissé la décision à Alu, qui a répondu qu'il apprécierait la proposition, car elle lui permettrait de concentrer son attention sur d'autres questions. L'envoyé a déclaré qu'il était juste que le comte Lavala soit furieux contre l'envoyé, lui demandant s'il était venu pour se moquer d'eux et l'avertissant de ne pas lui en vouloir s'il l'attaquait sur place. L'envoyé a répondu que si tel était le cas, ils accepteraient le défi. Halo a déclaré qu'il rencontrerait le comte alors qu'Halo s'éloignait. Lavala a demandé pourquoi il avait accepté la réunion, notant que même s'ils étaient polis à l'extérieur, ils étaient arrogants. Même si Halo était comte, Halo lui assura que ce n'était pas grave s'il maintenait la même attitude pendant la réunion. Maneria regretterait de l'avoir sous-estimé. Il expliqua qu'il devait entraîner les soldats qu'il amènerait pour former une force avec la force de la garde royale. Lavala a demandé comment il avait pu faire cela en si peu de temps. Il a répondu qu'il avait une idée et qu'il n'était pas quelqu'un qui aimait trouver des excuses. Depuis qu'il a obtenu le titre de comte, il prétend avoir acquis une nouvelle compétence appelée guide du souverain suprême. Il prévoyait de former une petite armée d'élite, rendant ce groupe clair et spécial. Il pensait que les individus choisis par Halo se sentiraient fiers et motivés, même si les petits mouvements de troupes pouvaient clairement démontrer la compétence de leur chef. Il devait faire comprendre à Maneria que la victoire à la forteresse de Nagad n'était pas une coïncidence. Maneria pouvait voir Halo comme une force croissante qui pourrait être contrôlée par le biais d'alliances. Mais Halo ne se laisserait pas berner par leurs astuces bon marché. Au lieu de cela, il avait l'intention d'utiliser la manie pour développer la marine du pays. Il s'est ensuite tourné vers Civic Caru et a demandé pourquoi on l'appelait Civic Caru. Civic Caru a répondu que l'armée l'attendait. Amod a vu tout le monde et Civic Caru a lu une partie du plan. Il a mentionné que l'un d'eux, nommé Horsebrig, devrait se manifester immédiatement. Medley, le deuxième guerrier, s'appellerait Red Bear et White Eagle et relèverait directement d'Halo, le chef du groupe senior. Le protagoniste a expliqué qu'il était passé d'un deuxième fils, un seigneur mineur, à un noble, mais il estimait que la formation de ses troupes n'était pas adaptée à son nouveau statut, donc chacun apprendrait comment se comporter devant ses troupes. Ses supérieurs ont souligné que l'armée parfaite inspire la peur à ses ennemis et démontre une véritable force. Les cris de ses troupes reflétaient la conscience de Zod dans deux groupes d'élite assimilés à l'or noir et rouge, et il commença à comprendre pourquoi son rôle de dirigeant suprême était si important. Il a réfléchi à la façon dont les pensées et les idées vont au-delà des mots. Voir les similitudes entre lui et les autres, mais reconnaître leurs différences. Cela l'a amené à réfléchir sur son métier d'Oda Nanaga et sur le caractère inévitable de tout cela, le considérant comme une maîtrise qui peut être possédée par quelqu'un comme lui, profession qui peut surpasser la compréhension humaine du travail des dieux. Sa voix intérieure l'avertit de ne pas trop s'appuyer sur les dieux et lui conseilla de se concentrer sur des questions pratiques, car sa profession pourrait ne pas apporter les résultats escomptés. À l'extérieur du château, les gens se sont rassemblés et se sont demandé si le retard était intentionnel. À l'intérieur, le protagoniste et Laval discutaient pour savoir si Alar avait l'intention de partir en tant que supérieur. Il a admis que cela faisait partie de son plan. Je voulais qu'ils examinent de plus près ses troupes et comprennent pourquoi il avait choisi d'être en retard d'1 heure. Ensuite, tout le monde était prêt à partir. La voix intérieure de Zod réfléchissait au projet de Mimi de l'accompagner habillé en guerrier ordinaire, puis de surprendre les autres en tenue formelle. Mais il était certain que ce serait une erreur de les afficher au début. Lorsqu'ils se sont déplacés, ils sont entrés dans le comté de Maneria, où des soldats de Maneria et leurs officiers ont également été aperçus. Après son arrivée au château, Halo a complimenté tout le monde pour leur apparence, puis a fait signe à Rion d'annoncer que l'aigle blanc était prêt et donc avait retardé son arrivée. Il a ordonné à toute personne évanouie de se manifester immédiatement. Halo pensait que tout cela n'était qu'un drame. Le soldat s'est présenté,
reconnaissant son erreur. Les soldats maniériens furent surpris de voir Ryan réprimander le soldat, l'avertissant que de telles erreurs ne seraient pas pardonnées à l'avenir. Le soldat s'est excusé et Ryan s'est ensuite excusé auprès d'Halo pour l'incident. Halo leur a assuré que tout allait bien et qu'ils devaient passer à autre chose. Il s'est demandé qui dénoncerait la négligence, tout en se demandant si les commandants qui semblaient arriver en retard auraient peur, alors ils ont attendu leur arrivée, car le drame montrerait que l'armée était sous contrôle. Elle entra ensuite dans le château et rencontra Lysgus. L'homme a mentionné qu'il attendait Alu, qui s'est excusé pour son retard. L'intuition d'Alu a remarqué la similitude d'atmosphère entre Alice et Mamashi, même si elle était considérée comme plus belle. Il a offert un siège à Alu et a déclaré qu'ils avaient également entendu parler du retard d'Alu. C'était à leur tour de regarder. Alice reconnut qu'Halo avait de bons soldats. Halo a répondu qu'il était gêné de l'admettre, mais que la situation était soudaine et qu'il devait prendre le relais rapidement. A poursuivi en suggérant que si le retard d'Halo était un travail continu, cela rendrait la défaite à la forteresse de Nagada encore plus étrange. Suggérant que ce n'était pas seulement une coïncidence. Il reconnut la grandeur d'Halo au combat, déclarant qu'il ne voulait pas l'affronter directement. Halo a répondu en disant que la victoire dépend souvent de la chance, s'il était vraiment malchanceux. Pourrait mourir. Il a également exprimé sa réticence à combattre de cette manière, affirmant que si Halo avait été simplement médiocre, il aurait été éliminé, mais sa position actuelle prouvait le contraire. Halo a alors demandé si Alice avait engagé un tueur à gages. Il se montra du doigt en disant qu'il préférait se battre honorablement, mais qu'il vaudrait mieux qu'ils s'unissent. Il a également mentionné qu'il n'avait pas de femme. Zod accepta, reconnaissant la guerre prolongée. L'homme a alors suggéré à Zod d'épouser sa fille. Zod pensait qu'Alice soulèverait certainement des questions et que si lui et Lavala n'étaient que des gens ordinaires, ils ne causeraient pas une telle tristesse. Mais Lavala l'a encouragé à accepter l'offre. Lysgus a souligné l'importance de la coopération familiale et la nécessité d'avoir une épouse. Halo fut surpris par la suggestion de le laver. Mais il s'adressa rapidement à Alice, exprimant le besoin de clarifier quelque chose. Il expliqua qu'il était dans une position où il ne pouvait pas manquer l'occasion d'avoir un enfant et qu'Alice devrait lui pardonner d'avoir une concubine. Il a accepté à condition qu'avec l'héritier. La probabilité de troubles civils serait plus faible, ce qui bénéficierait à la protection de son territoire. Le protagoniste a répondu qu'il était d'accord avec cet arrangement et qu'il accepterait la proposition d'épouser sa fille. Il leur a suggéré de laisser leur fille parler d'elle-même à son arrivée et elle s'est présentée sous le nom de Sarafina Guz. Lorsqu'il a directement demandé à Halo s'il serait son mari, Halo est resté là. La saluant. Il l'a contacté et lui a dit qu'il était honoré de la rencontrer. Il a dit qu'il avait toujours rêvé d'épouser une héroïne parce que cela rendrait sa vie plus intéressante. Lorsqu'il apprit qu'elle avait dévasté la forteresse de son pays, il comprit qu'il devait l'épouser. Il espérait qu'elle lui montrerait davantage le monde hors des sentiers battus et que cela répondrait à ses attentes. Elle a accepté, disant qu'il était normal qu'elle fasse ces choses. Si elle voulait être son mari, il l'a prévenu que si elle ne le voulait pas, elle devrait commencer à courir, car il garantirait qu'elle mourrait. Cela a mis Sarafina en colère et Alodvi a déclaré qu'elle le regretterait si elle le tuait, lui demandant combien de héros elle pensait qu'il y avait dans le monde. Elle l'a trouvé très intriguant et a mentionné que son travail était également assez étrange. Elle a avoué être une satis et que son travail augmentait la fortune de son entourage d'environ 30%. Il remarqua que cela commençait à l'affecter aussi. Puis il lui a demandé quel était son travail car elle allait devenir sa femme. Elle se sentait à l'aise pour partager. Alu se demanda si elle le lui avait dit. Il ne comprendrait pas. Elle répondit que c'était l'une des choses qu'il connaissait déjà bien en tant que héros et dit à Halo qu'il ne serait rien sans elle et le remercia d'avoir accepté et dit que d'après ce qu'elle voyait de l'intelligence de Chan et pas seulement des préjugés parentaux, cela le rendait elle pensait que ce serait bien. Combinaison pour lui. Elle a promis de faire de son mieux pour le rendre heureux également, exprimant sa joie d'avoir trouvé un partenaire approprié pour sa fille et espérant qu'ils reviendraient tous les deux à Hano. Halo pensait que sa rencontre avec Alice s'était terminée sans accroc. Les deux puissances ont promis un pacte de non-agression et ont convenu de se concentrer sur les domaines qui ne les intéressaient pas. Le conflit facilitait les échanges commerciaux. Les commerçants disposant d'un permis de transit pouvaient même louer leurs chevaux sur leur territoire respectif et avaient la priorité de rester le long de la route. Un mois plus tard, le jour arriva où la vie conjugale d'Halo et Sarafina allait également commencer. Elle est arrivée et Halo lui a demandé sa main. Main dans la main, ils se dirigèrent vers le curé. Halo a commenté à quel point elle était belle. La princesse Sarafina a répondu que c'était parce qu'elle était sa femme et qu'il avait promis de faire d'elle la femme la plus heureuse du pays, disant que le pouvoir de son rôle sacré était tout à fait aligné sur ceux qu'il aimait. Halo a dit qu'elle serait son porte-bonheur. Toutes les personnes présentes ont prié pour leur bien-être tout en échangeant leurs vœux. Halo leva son voile, révélant son profond amour. Après ce jour, il fut mentionné que le château n'était pas adapté à la stature d'Halo.
Il ne pouvait pas accueillir 1 000 de personnes et son donjon était très petit. Ce n'était pas seulement une question de statut familial, mais aussi de taille des adversaires auxquels il serait confronté. Alo pensait que c'était intelligent de sa part de s'en rendre compte. Il a demandé où il devrait déménager s'il voulait déménager. Elle a suggéré Hatch City, en prêtant attention à la commodité du commerce en fonction de la manière dont la ville a été construite. Alo pourrait demander à déplacer l'arrière du château pour qu'il fasse partie de la rivière au lieu de creuser des douves, en mettant ses mains sur sa tête. Alo a déclaré qu'il envisagerait de l'épouser même si elle était la fille d'un roturier. Il commenta qu'Alo avait également ses pensées et mentionna ensuite que Hat était une ville commerçante où Alo remporta sa première victoire sur l'armée. Il fut chargé d'enquêter sur la ville elle-même car c'était une ville sans issue. Et le moyen le plus rapide pour y arriver était la mer, où il trouva une grande rivière. Il a ensuite suggéré qu'Alo pourrait se faire appeler Earl et envisager d'en faire une opération à grande échelle. Premièrement, il avait l'intention d'éliminer les forces restantes à l'hôtel de ville. Convenant qu'un héros peut vraiment montrer sa force au combat. Quelqu'un s'est approché d'Al et lui a demandé de lui parler pendant un moment. De nombreux documents accumulés. Alo a accepté et a assuré qu'il le ferait bientôt. Une fois arrivé sur place, il a alors demandé à quelqu'un de lui montrer le château. Il a vu Lavala là-bas et a mentionné que cela ne le dérangeait pas d'être jeune et qu'il agirait selon sa classe sociale, et il pensait que même ses paroles la rendaient heureuse, mais il sentait toujours qu'il y avait des problèmes fondamentaux. Il semblait que Lavala était l'amant d'Alice et aussi un archer talentueux avec un physique solide. Elle avait acquis une bonne réputation pour son courage, étant même à la hauteur des histoires entendues selon lesquelles Lavala aurait abattu de nombreux ennemis avec son arc et ses flèches. Se sentant flatté par ses paroles, mais semblant aussi penser qu'il mélangeait l'histoire, croyant qu'il faisait référence à elle et ne la l'avait pas. Lavala compara son corps à celui de Lavia, qui avait remporté la victoire. Lavala a expliqué que ses compétences en tant qu'archer étaient dues à son travail acharné, pas à votre physique. Sarafina a insisté pour qu'Alo connaisse la vérité, remettant en question leur réaction et étant simplement dédaigneuse, demandant à ne plus être interrogée et leur rappelant qu'il y avait d'autres personnes autour. Les avertissant de ne pas se mettre dans l'embarras en public, d'autant plus que son mari était un noble. Alors que d'autres se moquaient de la laver, lui suggérant de le faire, elle a dû passer par là et a réalisé que cet échange était suffisant pour rapprocher les deux. Après tout, elle, vassale et fille de l'ennemi, était responsable de la perte de nombreuses vies humaines pendant la guerre, ce qui a laissé la méfiance aux yeux de ceux qui ont perdu des membres de leur famille à cause du conflit, méfiant à l'égard de toute personne associée à l'ennemi. Mais elle a facilement remonté le moral de tout le monde avec ses blagues, montrant que Sarafina pouvait être plus talentueuse qu'elle ne le pensait. Quand il pensait à la laver, il semblait qu'elle sacrifiait son propre bien-être et demanda à Wash d'arrêter d'utiliser ce terme et de simplement l'appeler par son nom. Sachant que Lavala l'avait également aidé pendant longtemps et réalisant que confier Lavala à ses soins était aussi une plaisanterie sur le fait d'être belle, Lavala accepta. Aluda l'a averti de faire attention à ne pas commettre d'erreur, sinon elle se retrouverait du mauvais côté du lit, sa voix intérieure lui rappelant que la princesse serait toujours sa mère. À ce moment-là, quand Althea arriva en disant qu'elle les guiderait et qu'elle voulait lui parler. Sarafina salua poliment Althea et lui demanda s'il y avait un temple à proximité qui pourrait l'aider à concevoir un enfant. Althea s'est interrogée à ce sujet et s'est souvenu qu'il y avait également une personne qui s'était portée volontaire pour les accompagner. Pensait que sa prochaine cible était la Sainte Église, qui possédait le plus grand temple de la préfecture de Fornilia. S'il pouvait contrôler le site sacré et éliminer les autres forces distinctes, Nildenola serait à leur portée. Il avait envoyé une lettre aux chevaliers de la Sainte Église leur demandant de venir accueillir ces nouveaux nobles. Il ne s'attendait pas à ce qu'ils le reconnaissent facilement, même s'ils le faisaient, il doutait qu'ils soient prêts à abandonner leurs intérêts pour lui. La scène s'est déplacée vers la Sainte Église, où un homme annonçait au chef qu'une lettre était arrivée du condinel demandant à ses chevaliers de lui rendre hommage. Le commandant a ordonné à l'homme de l'ignorer, déclarant qu'Alo était fou s'il pensait que des ordres établis comme le sien s'inclineraient devant un débutant comme lui. Lorsque la réponse parvint à Lise, il dit que, comme il le soupçonnait, les chevaliers l'ignoreraient. Ensuite, il ordonna à ses hommes de se préparer à attaquer, les éliminant avec toute l'armée d'Alice, notant que les forces ennemies étaient au nombre d'environ 3 ou peut-être 500, alors qu'elles étaient au nombre de 700. Il calcula la probabilité de défaite à seulement 1 sur 10 000 et souligna que la bataille serait aussi pour eux l'occasion de faire leurs preuves. Or Erion, le chef de la garde d'élite, furent chargés de montrer leur force. Tout le monde était d'accord et la bataille commença. Ils ont commencé avec des arcs et des flèches. Mais l'ennemi esquiva et bloqua ses attaques. Alors que l'ennemi approchait, Orisa Cavallo se tenait prête avec son épée. L'ennemi affirmait avec arrogance qu'il pouvait s'occuper de lui seul, tandis qu'un autre se vantait que s'il osait combattre son seigneur,
ils tomberaient certainement d'un seul coup. Ignorant leur courage. Horus a répondu que c'était l'ennemi qui était trop confiant, pas lui, puis il a rapidement attaqué, renversant l'homme et le coupant en deux. Surprenant les Zor qui ont vu cela. Le commandant a alors ordonné à l'unité Rodiard d'attaquer et de percer les lignes ennemies. L'un des ennemis a demandé pourquoi. Ils se sont battus un par un et ont plutôt pris le flanc, tandis que les Zor ont commencé à tuer également et que l'ennemi a envisagé de se regrouper et de battre en retraite. Mais l'un d'entre eux suggéra d'avancer directement vers les forces principales, même si les autres reconnurent que son unité s'était déjà retirée pour échapper à la bataille. Le premier leur a reproché de faire ce qu'ils voulaient en s'enfuyant. Un des membres de l'équipe d'archers a essayé de tirer une flèche mais elle n'a pas pu toucher l'archer éloigné. Puis un archer s'est avancé avec son arc et ses flèches. Abattre rapidement l'ennemi en fuite. Il a déclaré que la flèche pouvait pénétrer l'armure d'un gros scarabée, soulignant à quel point il était futile pour un homme de suggérer d'abattre son ennemi tombé au combat. Plus tard dans la nuit, l'ennemi a commencé à incendier le village et à chasser les villageois. Un homme a protesté et a demandé pourquoi il brûlait le village. Le chevalier répondit que c'était pour éviter que le village ne tombe aux mains de l'ennemi, surtout compte tenu de sa proximité avec la grande église. Il expliqua que s'il ne tenait pas le village, il ne pourrait pas défendre la grande église sacrée. Le vieil homme se demanda comment il pouvait justifier de telles actions alors que les chevaliers avaient juré de protéger le village. Les chevaliers ont réagi de manière agressive, se demandant comment le vieil homme avait osé s'opposer aux chevaliers de la Sainte Église, alors qu'il levait son épée pour attaquer. Pendant ce temps, l'archer décapita rapidement le chevalier et s'approcha de l'homme. Lui demandant s'il allait bien. L'homme du village a confirmé et s'est présenté comme le chef du village, le remerciant pour son aide. Il a demandé leur identité, s'est également présenté et a déclaré son intention d'établir sa base dans le village. Une fois installés, ils cuisinèrent eux-mêmes et remercièrent tout le monde pour leurs efforts visant à assurer le bon déroulement de la bataille. Il a souligné l'importance de ne pas faire preuve de complaisance et les a encouragés à continuer de prêter leur force dans les batailles futures. Les Zor ont promis d'apporter la victoire, alors que Rion promettait de se battre courageusement pour maintenir la réputation des Zor, l'aigle blanc. Ce qui a amené Rion à le réprimander pour son impolitesse. Mais Halo a assuré que de telles discussions ne le dérangeaient pas. Les Zor remirent alors en question la présence de Félia. Il a expliqué que pendant la guerre, il y avait toujours un lit de marchands pour fournir des provisions et des femmes, et elle venait les accompagner. Les Zor dirent cyniquement qu'ils le savaient au moins. À ce moment-là, un homme arriva avec une nouvelle importante. Ils ont reçu des rapports sur la présence de la Sainte Église. Le mage nocturne des forces Zor a déclaré son intention de les détruire où qu'ils se trouvaient et a demandé où ils se trouvaient. L'homme a rapporté qu'il se cachait à l'intérieur de la grandiose église sacrée de Fornilia et a également réalisé que s'ils connaissaient leur projet, ils en ressortiraient. Laval a agi et a montré que, même s'il voulait de toutes ses forces les brûler, lancer une attaque massive risquant d'endommager la grande église sainte ne ferait que ternir sa réputation. Au contraire, le cheval s'est mis en colère et a déclaré qu'il prétendait protéger l'église, mais qu'il la trahissait. La conscience d'Halo suggérait que les chevaliers pourraient avoir du bon sens et que le grand chef ferait la même chose pour la brûler comme il l'avait fait pour les moines. Mais il est peut-être encore trop tôt pour emprunter cette mauvaise voie. Il a demandé à Lavala ce qu'il ferait, pensant qu'il n'avait pas besoin de se salir les mains et qu'il ne demanderait pas quoi faire ensuite. L'aigle blanc était prêt à agir à tout moment, disant également qu'il ne fallait pas précipiter l'attaque, mais alerter l'ennemi, demander la reddition et ne pas se précipiter contre l'église. Alors, il les a démobilisés, puisqu'il était également assis dans la pièce. L'homme a rapporté que l'ennemi prétendait qu'ils se battraient et mourraient pour leur religion, mais il savait que ce n'était qu'une façade. Il était convaincu qu'ils montreraient leurs véritables intentions lorsqu'ils seraient mis contre le mur. On lui a demandé s'il était prêt à les utiliser. Et il l'a confirmé en disant que c'était la raison de sa présence. Il les a qualifiés d'ombre et certains de ses associés ont émergé. Il leur a demandé de leur donner un nom. Et la conscience d'Halo a suggéré le terme rayon, sur lequel il a développé. Il a choisi de les appeler Rappa. Il parut surpris de mentionner qu'ils apparurent soudainement à ses côtés. Il a ensuite demandé aux Rappa d'enquêter sur les chevaliers à l'intérieur de la grande église saintée. S'ils refusent de négocier, éliminez au moins 2 individus chacun. La scène a changé et quelques jours plus tard, à la Sainte Église, un homme a révélé qu'il s'agissait en fait d'un piège. Dès leur apparition, l'ennemi brûlait le temple et prétendait qu'il faisait face à un châtiment divin, suggérant que le châtiment divin frapperait ceux qui protégeaient Dieu. Ensuite, un prêtre s'est approché du commandant des chevaliers et lui a dit qu'il voulait discuter de quelque chose d'important. Le commandant des chevaliers demanda ce que pensait le prêtre. Le prêtre s'est demandé s'il était vrai que le commandant avait tenté de brûler un village pour éviter qu'il ne tombe aux mains du comte Navo.
Le commandant a répondu que la protection de la Sainte Église était plus important que n'importe quel village, et les villageois devraient être reconnaissants de l'aide des chevaliers pour protéger le temple. A rejeté l'accusation comme une ruse du comte Neville pour provoquer des conflits et les inciter à négliger leurs responsabilités au temple. Vous auriez dû vous en rendre compte. Thème est devenu irrité, exigeant comment le commandant pouvait faire une telle déclaration pendant que a observé l'échange et rapportait le Félia. Félia a ensuite informé Halo des événements des derniers jours, concluant également que le commandant n'avait aucune intention de négocier avec eux et a ordonné que des mesures soient prises. Le paquet a été placé sur le toit du château, transformé en louet à sauter. Alors que le commandant patrouillait dans la salle, il a déclaré qu'il semblait que la Sainte Église avait rempli son objectif et qu'il était temps d'envisager de s'échapper. Le loup a attaqué et a rapidement abattu le commandant. Pendant qu'un chevalier et eux parlaient, ils entendirent l'agitation à l'extérieur et se précipitèrent dehors, trouvant le corps sans vie du commandant. Le chevalier vous a informé qu'il n'était pas sécuritaire de rester et qu'ils ont donc dû partir immédiatement. Le lendemain matin, il rapporta qu'ils avaient réussi à éliminer le commandant et 7 chevaliers. L'intérieur de la Sainte Église était maintenant un peu plus ensanglanté, mais Félia ne considérait pas cela comme impardonnable. Le grand prêtre, accompagné de plusieurs autres, s'est approché pour chercher refuge. Avec le commandant à l'écart, les chevaliers n'avaient plus aucune raison de s'opposer aux forces dirigées par les prêtres, qui étaient également entrés dans la Sainte Église. Thème a exprimé sa plus profonde gratitude pour avoir sauvé ceux qui se trouvaient dans le temple. Les chevaliers, quelques jours auparavant, ils ont apprécié la patience et l'endurance d'Halo, attaquant la grande église sainte jusqu'au bout, déclarant également humblement que c'était le mieux qu'il pouvait faire et que c'était toujours son rêve de voir Félie en paix. Il a été dit qu'à ce stade, avec toute la préfecture à la portée de Zod, rien ne l'empêchait de se déclarer prince de Ford Nilia. Halo a répondu qu'il envisagerait de les remercier. Alors, il a demandé pourquoi il l'avait appelé ce jour-là. Il a expliqué que c'était leur façon de le remercier de leur avoir sauvé la vie. Cela me semblait familier. Rion a suggéré que l'épée serait une offrande digne à Dieu et que ce n'était pas le cas. En pensant à un meilleur cadeau, le nouveau noble de Fordia avait également pris l'épée et demandé s'il pouvait vraiment la posséder. Thème répondit que si les chevaliers ne périssaient pas. Ils possédaient plusieurs objets rares et étaient convaincus que la lance appartenait au prince Félia, plutôt qu'à un groupe de prêtres impuissants comme eux, et acceptèrent également le cadeau avec joie. Il comprit que la lance avait pour lui une signification bien plus grande qu'un simple souvenir. Sa vraie valeur était dans son chemin, cela représentait le chemin qu'il avait tracé après cet incident. Par la suite, Laval a expliqué qu'Alfort avait décidé de former une unité de 3 lanceurs des Red Bears. L'homme expliqua alors que, comme les lances étaient très lourdes, destinées à les confier à des personnes possédant des armes puissantes et capables de résister à un entraînement rigoureux, il pensait que cela créerait une unité solide tant offensivement que défensivement, en particulier dans une formation compacte. Son schéma de pensée était similaire à celui du souverain suprême et à la façon dont il a réellement utilisé les 3 tactiques Kanagari et Demi pour refléter sa décision de déplacer sa base d'opération navale vers un endroit plus proche du grand fleuve. Il estime que pour maintenir la qualité de leurs troupes, ils devraient plus que jamais consolider leurs moyens militaires. Le but de la réunion de ce jour préfigurait ce qui allait arriver, lorsque Laval a indiqué un endroit indiquant qu'il s'agissait de la ville portuaire de Morceau.